Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 26 décembre 2017. C'est le dernier numéro de votre magazine Le Point qui reçoit ce soir pour vous Monsieur Tarsis Loseke. Il est vice-ministre honoraire des Finances, président délégué de l'UDPS. Bienvenue, Monsieur Tarsis Loseke. Merci, Monsieur Alain Boma. Médecin, politicien, est-ce que ça peut marcher de pair? Tout à fait, tout à fait. C'est un médecin, un homme des sciences qui fait la politique pour ce nécessaire pour notre pays. Comment ça peut être nécessaire pour notre pays? Vous savez, on s'occupe des secteurs vitaux de la vie des personnes humaines. Donc, nous voyons que ça ne marche pas beaucoup. Et après avoir transité par la société civile, dans laquelle j'ai eu des rôles très importants, exact. En fait, j'ai atterri à la politique, parce qu'il faut être à la décision, là où l'action se passe. Et à quel moment a pris corps votre amour pour l'UDPS? Vous savez, je vais être franc avec vous et direct. Oui. En fait, c'est à 88, lorsque j'ai rencontré le président Etienne Tshisekedi, dans le cadre de mes fonctions, et lorsqu'il est venu à la demande, à l'époque, du pouvoir en place, et qui, après l'avoir malmené au pont Kasavubu, à l'époque pont Kabu, oui. Et on l'a arrêté, et après son arrestation, le pouvoir a cru nécessaire de le déclarer perturbé mentalement, et c'est ainsi qu'on nous l'a envoyé pour expertise médicale. Là, vous avec étiez réquisition. Ici ou bien en Europe? J'étais ici, à l'université de Kinshasa, au centre neuropsychopathologique, comme chef de service de neurologie. Comme chef de service de neurologie. C'est ainsi que j'ai eu à l'examiner, à faire un rapport tout à fait positif à son endroit. Je n'ai pas vu en lui un seul trait de quelqu'un qui avait des perturbations mentales. Et comme il est resté avec moi toute la journée dans mon bureau, il m'a raconté en résumé son histoire politique depuis la résistance contre Mobutu, la création du groupe des 13 parlementaires, la lettre que vous connaissez, historique de 52 pages, adressée à Mobutu. Il m'a raconté tout ça, plus toutes les relégations qu'il a connues. Et j'étais vraiment fasciné par cette histoire. Et cette fascination ne s'est pas arrêtée là. Parce que lui-même, en partant vers la prison, puisqu'on l'a ramené à la prison de Makala, il avait souhaité vivement qu'on se revoie par la suite. Vous connaissez la suite, après son emprisonnement, il a été gardé en résidence surveillée de 88 jusqu'à 90. Exact. Le 24 avril. Donc, pendant ce moment-là, j'étais parmi les seules personnes qui le fréquentaient quand il était en résidence surveillée chez lui, avenue Canas, plutôt... 10e rue, oui, à Pétunias à Limité. Donc, j'ai eu à les côtoyer physiquement et vraiment des visites de proximité suivies. Et j'ai pris goût quand même à l'époque à apprendre des choses importantes en politique, surtout la politique dans notre pays. Mais en plus de ça, en tant que médecin, professeur, j'étais au Conseil national de l'ordre des médecins et j'étais président de la commission scientifique et ensuite commission de discipline. Donc, j'ai eu à juger à l'époque de Mobutu comment on traitait les médecins à l'époque et les sociales du médecin qui se dégradaient au fur et à mesure. Ce qui fait qu'à la démocratie, entre guillemets, j'étais bien placé pour me lancer dans la politique, mais dans la société civile d'abord. Raison, c'était même ma prochaine question. Cette fascination, cet approchement avec feu Etienne Tshisekedi ne vous a pas permis d'être à côté de lui en 92. Vous avez plutôt préféré la société civile et puis l'UDI de Kengo Adondo? Non, attendez, il faut recadrer les choses. Allez-y. En 90, donc 90. Après le fameux discours du 24 avril. Oui, nous sommes tous la plupart des intellectuels de Kinshasa, nous sommes consultés mutuellement au niveau des professeurs, au niveau des cadres de certaines entreprises, et
nous avons décidé de créer la société civile. Mais moi, en ce qui me concerne, j'avais un ami, il est toujours là d'ailleurs, Bwana Kabwe, avec qui nous avons créé la première société des droits de l'homme de la République du Zaïre à l'époque. C'était quoi le nom? C'était la Ligue des droits de l'homme. Et c'est ainsi qu'avec la solidarité paysanne de Pierre Lumbi, avec les syndicats des enseignants, la Ligue des droits de l'homme et l'Ordre des médecins, nous avons créé pour la première fois dans ce pays la société civile du Zaïre. Et c'est ainsi que nous sommes lancés dans des actions qui ont porté par la suite. Notamment, nous avons réclamé la tenue de la conférence nationale souveraine. Ça a pris du temps, parce qu'il y avait une résistance du côté des présidents Mobutu, mais au fur et à mesure que nous nous sommes associés avec les politiques de l'époque, vous savez qu'il y avait d'abord seulement l'MPR et ensuite l'UDPS, qui était en clandestinité, qui sortait de la clandestinité. Plus un troisième parti, le FCN, de Maître Kamanda avec Mandungu Mbulanyati. Et ensuite, d'autres partis sont nés, le PDC de Papa Iléo, et dans la foulée, il y avait l'UDI. Et si pour l'histoire, les membres de l'UDI voulaient entrer en groupe, sans créer le parti. Tout le monde voulait entrer en groupe dans l'UDPS. Et c'est ainsi que il y a eu des démarches collectives pour créer une structure, des jonctions entre les anciens mobutistes qui avaient refusé catégoriquement d'être encore des mobutistes pour intégrer, pour intégrer l'UDPS. Malheureusement, la direction politique de l'époque de l'UDPS avait réservé un refus catégorique, pour des raisons historiques que je ne vais pas étaler ici. Et l'UDI s'est créé comme un parti autonome avec un projet de société, je vous l'apprends, proche même de l'UDPS. De telle sorte que nous qui étions dans la société civile, nous étions sollicités. Et c'est à ce titre que je deviendrai fondateur. Là, c'est en quelle année? C'est à 91. 91, exactement. L'UDI est né et est allé à la conférence nationale souveraine, mais avec la particularité, c'est que lors de la création de l'UDI, moi j'étais encore à la société civile et j'ai joué un rôle important dans le cadre d'une association avec nos amis Fayoulou, Lutundula et les autres qui s'appelait FDD. FDD, oui. Donc, ce n'était pas interdit d'être à la fois membre d'un parti politique, même fondateur, et animateur d'une société civile, d'une association de la société civile. D'ailleurs, c'était une stratégie pour qu'on aille nombreux à la conférence nationale, puisqu'il y avait du côté du pouvoir en place un clientélisme qui a multiplié des partis politiques et des associations de la société civile. Et nous, de notre côté, c'était une stratégie aussi. Et j'ai évolué comme ça. Mais ma proximité, avec le président Tshisekedi, était toujours de mise. Mais qu'est-ce qui fait que, à partir de 91, 1991, vous aviez attendu près de 22 ans pour adhérer à l'UDPS, de 91 à 2013. Pourquoi ce retard-là? Et pourtant, vous côtoyez. Pourquoi ne pas le faire avant? Vous savez, moi, ce n'est pas l'UDPS comme structure politique qui me fascinait, c'est l'individu. L'individu Tshisekedi dont j'étais devenu un ami ou un frère, en quelque sorte. Donc, notre proximité avait des raisons d'exister, puisque nous partagions la même vision politique, le même esprit de combat. Donc, ce n'est pas nécessaire que j'adhère à l'UDPS comme tel. Avec tout ce qu'il y avait comme problème interne, ce n'était pas le moment d'y adhérer.
Et qu'est-ce qui a déclenché le fait que, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à adhérer à l'UDPS? Est-ce l'échec avec Fayulu en 2011? Non, il n'y a pas eu d'échec avec Fayulu, d'autant plus que nous avons créé en 2011 ce qu'on appelle la dynamique Tshisekedi président. Oui. Et c'était un collectif qui était proche de l'UDPS, qui a soutenu la candidature du président Étienne Tshisekedi et qui a même fait sa promotion aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et pour votre information, j'ai entrepris, en tant que membre de l'ECD, j'ai entrepris avec le président Tshisekedi de tourner à l'extérieur où j'ai joué un rôle important autour de lui, autour des membres de l'UDPS et des fédérations extérieures. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas eu de brouille avec Martin Fayulu. Mais après les élections, le président Tshisekedi a estimé en 2012 qu'il était temps que je sois beaucoup plus proche de lui, puisque le combat après la perte de cette élection, les hold-up électoraux, il fallait des hommes engagés et déterminés au sein de son parti. Donc il vous a sollicité. Si, il a fait prise. Je me souviens à Washington, nous étions au restaurant, à l'hôtel, il me l'a dit. À Bruxelles, je vivais pratiquement avec lui dans son appartement et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'appels de pied et finalement, j'ai expliqué à Martin que, voilà, c'est le même combat. Décidé, UDPS. Donc, le président Tshisekedi souhaitait que je sois beaucoup plus proche de lui pour certaines stratégies. J'accepte de sa main tendue et j'ai dit à Martin qu'on restera toujours ensemble. C'est le combat, il est commun, notre objectif est commun et notre détermination d'arriver à un état de droit et la vraie démocratie était toujours la même. ECD, UDPS, d'ailleurs c'est le cas maintenant, ça n'a pas changé. Donc comme vous voyez, il n'y a pas eu de divorce comme tel avec Martin, dont nous gardons toujours les très bonnes relations, et j'ai adhéré à l'UDPS. D'ailleurs, tout de suite après, le président Tshisekedi me confiera la mission de la conquête de l'impérium. Conquête de l'impérium. L'impérium, c'est quoi? C'est la plénitude du pouvoir qu'il a perdu après les hold-up électoraux. Il n'a pas chargé quelqu'un de l'UDPS. Hein. Il vous a chargé. C'était à moi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ma reconversion totale vers l'UDPS et j'ai adhéré officiellement. Et comment était l'accueil? Comment les anciens cadres vous avez accueillis? Bon, je ne peux pas porter des jugements sur l'accueil ou quoi, ou des uns ou des autres. Mais le président était très content et tout de suite, il m'a confié certaines responsabilités et j'étais comme un conseiller dans l'ombre. Il avait vraiment confiance en vous. Je pense que oui. Sinon, je n'aurais pas vécu autant de temps autour de lui. Et qu'est-ce que vous gardez de lui? Je garde de lui une image que j'ai du mal à décrire sur les plateaux de la télévision. Je crois que faites un effort, même en quelques lignes. Lorsque mon livre sortira, je crois que beaucoup apprendront beaucoup de choses. C'est un homme exceptionnel et qui avait un destin pour libérer ce pays. Et malheureusement, le chemin était long. Et vous savez, un être humain a des faiblesses physiques. Et nous tous, nous sommes des êtres vulnérables. Exact. Malheureusement, il n'est pas arrivé à cet objectif. Mais, paix à son âme, il avait vraiment l'objectif de libérer réellement ce pays et faire accéder ce pays à un état de droit et à la vraie démocratie. Voilà, malgré la confiance qu'il avait en vous, malgré tout ça, son caractère exceptionnel, cette admiration que vous aviez de lui, vous avez fini par le trahir. Je crois que vous êtes allé expliciter votre vous l'avez trahi, là, c'est ce que l'opinion pense, vous l'avez trahi en acceptant de travailler avec Samy Badibanga. Mais vous savez, Samy Badibanga était son conseiller personnel, son conseiller spécial, avec qui nous étions ensemble. Et que c'était tout le monde qui était dans l'entourage de Tshisekedi savait que Samy était son conseiller spécial. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait la campagne alimentée pour que M. Badibanga soit député. Exact. C'est pas le fait que M. Samy Badibanga est devenu
député et lui avait demandé de siéger à l'Assemblée. Et le président a répondu que qu'il fasse ce que bon lui semble. Ce que sa conscience lui permet de faire. Et il a choisi de siéger à l'Assemblée, comme d'autres députés qui sont là d'ailleurs. Auto-exclusion directement. Mais non, il n'y a pas d'auto-exclusion à l'UDPS. Cette sanction n'existe pas. Je préfère vous le dire. Personne n'a exclu ces 40 députés. Personne ne peut brandir aujourd'hui un acte d'exclusion signé par le président qui a exclu ses députés. Mais ce ne sont que de racontages, de l'intox et de la désinformation. Il faut cesser, vous journalistes, quand on dit exclusion, auto-exclusion, qu'on vous brandisse les documents nécessaires. Sinon, vous allez continuer à entretenir la confusion. Non, c'est un point de vue et je vous dis que vous entretenez la confusion, un mauvais... Raison pour laquelle nous avons invité pour éclairer la lanterne. Mais justement, je le fais, j'ai dit deux choses. D'abord, la première, l'auto-exclusion n'est pas une sanction existant dans les barèmes des sanctions disciplinaires d'un parti comme l'UDPS. Ça n'existe pas. Vous pouvez fouiller. Je peux même vous envoyer à la page 18 de nos statuts où se trouvent les barèmes des sanctions. Ça n'existe pas. Et puis, il y a une procédure pour exclure. La procédure est claire, prévue dans les statuts et dans les règlements intérieurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces députés n'ont jamais été exclus du parti. Il n'y a aucun acte signé par qui que ce soit. On dit qu'il y a l'actuel Premier ministre, à l'époque secrétaire général adjoint de l'UDPS, qui avait même signé ces documents. Mais non, on vous a dit, mais il faut demander la preuve. Qu'on vous amène la preuve écrite qu'il y a eu une décision. Il n'y a jamais eu de décision. Donc, il cessait d'entretenir la confusion et la désinformation. Je crois que tout le monde gagnerait à ce que vous, les journalistes, vous évitiez d'abord d'entretenir des rumeurs et la confusion. Et maintenant, nous allons parler de Badibanga. Badibanga était on vous avait même proche. On a le feu Etienne Tshisekedi avait même refusé à ce que l'UDPS prenne part au dialogue de l'Union africaine. Vous l'aviez fait, disons, Sami Badibanga l'a fait, et nommé Premier ministre et vous nomme vice-ministre, vous acceptez. C'est une trahison pour Etienne Tshisekedi. Vous faites un raccourci. Vous faites vraiment un raccourci. Et ce raccourci-là entretient encore la confusion. Et pour ne pas entretenir la confusion. Mais je vais être clair avec vous. Le président Etienne Tshisekedi, après la rencontre de Genval, revient au pays. Nous l'accueillons triomphalement. Il fait le discours du 31 mois de juillet. 31 juillet. Il fait son discours, son meeting à la place, à l'esplanade triomphale. Un grand meeting. Oui. Nous arrêtons les calendriers avec des séquences. Oui. Il y avait particulièrement le 19 septembre, qui était 3 mois, qui est la date de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle. Nous avions tous ces schémas. Bon, pendant ce temps-là, les facilitateurs africains de l'Union africaine, Eden Kojo, convoquent un dialogue de l'Union africaine. Nous l'avions traité à l'époque de quelqu'un qui n'était pas proche de nous. Et quelqu'un qu'on ne devait pas fréquenter. Exact. Et il a convoqué, il y a eu des tractations, jusqu'au moment où il a tenu ce dialogue-là, qui était accepté par d'autres. Les députés, certains députés, pas tous les députés de l'UDPS, l'UNC et d'autres partis. Exact. Et même ceux qui étaient avec nous à Genval, certains partis qui étaient avec nous. Bon, on ne pouvait rien faire. C'était la liberté de ce parti-là, qui était même au meeting de rassemblement, qui était avec nous. Je vois même quelques figures. Donc, ils sont allés au dialogue de l'Union africaine. Pendant ce temps-là, il y a le 19 septembre. Vous avez vu ce qu'il y a eu comme violence. Exact. À ce moment-là. Moi qui vous parle, j'ai échappé à la mort, je peux vous l'assurer. Martin Fayoulou, qui était à ma droite à côté, a reçu une boule dans sa tête qui allait fracasser son crâne. Vous avez vu les images. Exact. Et c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital d'ailleurs. Donc,
tout le monde a eu une égratignure quelque part. Et nous nous sommes repliés. Et la nuit, il y a eu encore une violence plus extrême au siège de l'UDPS. Vous avez vu des images. La communauté internationale n'est pas restée insensible par rapport à ça. Exact. On dit, le rapport de force est tel que, avec les marches et demain, il y aura beaucoup de tueries, il y aura beaucoup de morts. Personne ne pourra contrôler la situation par la suite. Et ils nous ont contactés. Et à 13 ans, j'étais devenu le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Et j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui comptent dans ce monde, les diplomates. C'était un grand diplomate des pays voisins qui étaient des envoyés spéciaux, les Européens à Bruxelles, à Paris, et à Londres ou ailleurs. Tous étaient unanimes pour dire, vous n'avez pas rejoint le dialogue de la cité de l'OUA. Il faut maintenant qu'il y ait ce dialogue qui n'est pas inclusif. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Plus de confrontation, il faut la cohabitation. Et c'est ainsi que les évêques ont été chargés. Avant, là, vous étiez déjà nommé vice-ministre. Mais non, la nomination vient en décembre. Attendez, je suis entré, c'est une période très riche, qu'il ne faut pas occulter comme ça rapidement. Laissez-moi vous dire les séquences. Donc, j'étais secrétaire national aux relations extérieures. Ça veut dire le diplomate de l'UDPS. J'avais tous les agendas des pays occidentaux et de la communauté internationale. Leur point de vue. Et ils voulaient ceci, la cohabitation pour un règlement pacifique, plutôt que de la confrontation qui entraîne des victimes innocentes. Nous étions résistants au niveau de l'UDPS, nous étions réticents. Mais la communauté internationale, par l'intermédiaire des envoyés spéciaux que vous avez vu défiler à Limete, notamment Tom Perriello et d'autres, ils étaient pour une cohabitation, mais une cohabitation intelligente qui permet à ce que la transition courte soit gérée consensuellement et aller vite aux élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le président de la République, le président Kabila est revenu de Luanda, il a chargé les évêques de mener une mission de bons offices pour remettre l'opposition plutôt radicale que nous étions dans les bons sentiments pour refaire encore un autre dialogue. Ça a pris du temps, puisque nous avons résisté. Entre-temps, le président de la République a nommé Sami Badibanga formateur. Je dis bien formateur d'un gouvernement. Sami qui était considéré comme un membre de l'UDPS. Parce qu'aucun autre membre de l'UDPS à l'époque n'acceptait d'être nommé sans qu'il y ait un accord préalable formel entre le parti et la majorité présidentielle. C'est ainsi que pendant qu'il formait son gouvernement, nous avons eu beaucoup de réunions à Limete. Je me suis retrouvé pendant quelques jours ici. J'ai eu à avoir un contact téléphonique avec lui et il m'a invité à ce qu'on se voit pour prendre un café ensemble le matin. Et vous avez discuté? Je n'ai pas des a priori. Je n'en avais pas. Sami, c'est quelqu'un que j'ai toujours fréquenté et que tout le monde, même ceux qui disent n'importe quoi aujourd'hui, ont toujours fréquenté Sami Badibanga. C'est quelqu'un d'un contact facile, un homme très humain. Je suis allé le voir et lui dire bonjour et lui présenter mes félicitations. Ça s'est limité à ça. Et comment, qu'est-ce qui a fait que vous avez mordu à la maison? Attendez, mais vous êtes trop pressé. On court derrière le temps, je reprends mon avion, je pars à Bruxelles. Parce que je n'avais reçu aucune promesse, encore moins une demande quelconque. J'arrive à Bruxelles, le lendemain, j'étais dans mon cabinet médical, on me téléphone, on me dit non, vous êtes suspendu de l'UDPS. Parce que vous avez rencontré Sami Badibanga. Parce que j'ai rencontré Sami. J'ai dit, mais ça c'est quand même trop fort.
Parce que dire bonjour à quelqu'un, c'est pas interdit. Et en plus, tout était dans les réseaux sociaux. On m'a accusé et pour venger, vous avez accepté d'être nommé vice-ministre. Je reviens ici précipitamment, et je consulte les uns et les autres. Hein. Je sens que il y avait des acrimonies contre moi, des histoires qui n'étaient pas du tout fondées. Hein. Et là, j'ai eu à rencontrer certaines personnalités, des membres des familles, tout, qui m'ont dit, en principe, il y a des gens qui ne vous aiment pas dans ces partis-là, cette direction-là, prenez vos responsabilités. C'est comme ça que j'ai dit, je vais d'abord voir les patriarches. Oui. Je l'ai vu, je lui ai expliqué la situation, que je prenais mon indépendance. Sa réponse était tout à fait claire. Vous avez donné votre bénédiction, il vous a donné sa bénédiction. Bénédiction, non, mais il a dit que je fasse ce que ma conscience commande, et j'ai pris la décision. Je lui ai dit, je rentre dans le gouvernement de Badibanga. Et c'est comme ça que je suis devenu vice-ministre. Et vous avez sollicité. In extremis, c'est parce que le gouvernement aurait pu sortir sans moi. Et puis, sa réaction après, vous n'avez même pas pensé à ça. Et vous avez fait confiance, et puis vous partez du patriarche Tshisekedi. La réaction de qui? Du patriarche Tshisekedi. Non, juste après, là, quelqu'un qui vous faisait confiance, et puis, vous aviez compris quand même sa réponse, non? Pourquoi n'est pas resté? Parce que c'est lui qui vous avait appelé. Mais sa réponse a toujours été constante dans ce genre de situation. Il ne contrariait jamais quelqu'un. Il estime qu'il est démocrate. Ce n'est pas une trahison. En quoi cela est une trahison? Je prends mon indépendance, il est informé, c'est tout. À quoi c'est une trahison? Trahison, c'est quand on veut faire du mal. Hein? Il n'y avait aucune intention de faire du mal à Tshisekedi. Parce que vous êtes allé là-bas, on vous a nommé vice-ministre sur la liste de l'UDPS, et pourtant vous avez pris votre indépendance. Oui, mais monsieur Mboma, il faut quand même comprendre les choses. Quelqu'un qui prend sa liberté après une sanction irrégulière et injustifiée, hein, pour donc dire... vous avez officiellement quitté l'UDPS, juste après cette suspension, après votre rencontre avec... non, j'ai fait comme les autres députés, les députés de l'UDPS l'ont fait à l'époque, c'est tout. J'ai pris ma liberté de choisir de travailler pour le pays, pas pour aller rejoindre une quelconque formation politique. Je suis resté toujours UDPS. Et par la suite, je crois que j'ai fait beaucoup d'actions en faveur de l'UDPS que personne ne peut m'accuser aujourd'hui. Comme quoi, par exemple, même deux? Ce sont des détails, ça ne sert à rien. Non, parce que les gens vous accusent, là. C'est une occasion pour dire ce que vous avez fait réellement pour l'UDPS. C'est une occasion qu'on vous donne. De toute façon, je côtoyais tous mes amis de l'UDPS. Même le secrétaire général actuel, tout le monde. Le secrétaire général actuel, il a sa façon de faire. Même Félix Tshisekedi, vous le côtoyez. Je n'ai pas besoin de dire des choses sur le plateau de la télévision. Ce sont mes amis. Mais c'est une occasion, hein? C'est une occasion de. Mais quand je dis, je résume, ce sont mes amis et mes frères. Donc, ils resteront toujours amis et frères. Et puis finalement, Sami Badibanga passe, c'est Bruno Tshibala. Et après, c'est la convocation du Congrès. Et qui convoque le Congrès? C'est un des secrétaires généraux adjoints du parti. Mais vos statuts ne disent pas ça, monsieur Loseke, les statuts de l'UDPS. Voilà. Encore une trahison à la mémoire du Sphinx. Est-ce que vous êtes informé de ce qui est dit dans les statuts? Est-ce que vous avez pris... Est-ce qu'un secrétaire général adjoint a le droit de convoquer un Congrès? Je vais vous répondre. Oui. Très clairement. Il est dit ceci, dans nos statuts, à l'article 26. Je résume, hein. Oui, allez-y. En cas de décès du président, l'intérim est assuré par un directoire de 3 personnes. Le président de la Convention démocratique, démocratique du parti, le président de la CEP, la commission électorale permanente, et le secrétaire général en exercice. Dans notre cas, les 2 premières personnes n'existent pas. Il n'y a que le secrétaire général. Il n'y a que le secrétaire général. Et ces personnes dirigent collégialement
aurait, parce que lui il est seul, mais s'ils étaient à 3, mais aurait dû diriger collégialement le parti pendant 30 jours maximum, jusqu'à la convocation d'un congrès extraordinaire qui n'aurait qu'un seul point, remplacer le défunt. Oui, c'est-à-dire combler les vides au sommet du parti. Exact. C'est-à-dire élire un président du parti. Non seulement le directoire n'existait pas, comme c'est prévu dans les statuts, mais le secrétaire général, qui assurait seul l'intérim, a dépassé ce délai sans se préoccuper de lire les statuts et dire qu'il n'a que 30 jours pour le faire. Oui. Il ne l'a pas fait. Et puis mieux que ça, je veux dire mieux que ça, les fédéraux qui étaient venus de l'intérieur pour le deuil du président, comme le deuil n'a pas eu lieu, lui ont écrit pour le mettre en garde que le délai était dépassé. Non seulement il n'a pas répondu à leurs préoccupations, mais il était même méchant. Mais vous trouvez pas que c'était logique, il fallait d'abord enterrer ou bien organiser les obsèques? Ça n'a rien à voir. Nous sommes bantous. Non, ça n'a rien à voir. On respecte les textes et les droits, et les traditions viennent après. Les bantous, ce n'est dit nulle part. Nous sommes un pays de plus de 500 tribus, chacun a ses traditions, donc vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Donc, ça devenait un échappatoire et des manœuvres dilatoires. D'autant plus qu'au lieu d'expliquer, de recevoir ces fédéraux, on les a marginalisés, on les a même menacés d'exclusion. Donc, nous avons lu les textes encore. Et une fois, il y a l'article 19, alinéa 2, qui dit textuellement ceci. Allez-y. Les congrès peuvent être convoqués à session extraordinaire à l'initiative du président, de la Convention démocratique et du tiers des fédérations. Je dis bien le tiers des fédérations. Eh bien, il y avait une ouverture, il fallait convoquer un congrès extraordinaire qui, à l'initiative des fédéraux, tiers. Ils étaient là, donc il fallait saisir l'occasion. Ça, c'est une chose. Mais il s'est posé un problème de l'organe qui convoque. Voilà. Et là, nous nous sommes référés à la jurisprudence. Il y a eu un conclave de Bondeko dans le temps qui s'est tenu dans les mêmes conditions pour mettre en place un directoire avec Kibasa comme président. Donc, c'est une jurisprudence interne au parti qui a été utilisée pour convoquer les conclaves. Et le conclave a mis en place une structure provisoire officiellement chargée de convoquer les congrès extraordinaires. Et c'est cette structure qui a convoqué les congrès extraordinaires qui s'est tenu à Limete, au même endroit que le premier congrès de l'UDPS. Et c'est ce congrès qui a élu M. Bruno Tshibala comme président du parti. Donc tout s'est fait légalement, légitimement et régulièrement. Et congrès, c'est bon. Quelles sont les grandes résolutions en quelques mots? Parce qu'on nous signale qu'il nous reste 10 minutes. Non, ça va vite. Les résolutions, c'est d'abord élection du président. Ça a été fait. Oui. Deuxième amendement des statuts. Parce que du vivant du président, il demandait certains amendements au statut. Parce que moi-même, j'ai été... Quel article, par exemple, du statut? Oui, mais vous savez, c'est surtout au niveau des organes. Au niveau des organes. La composition du congrès, les attributions du président, son élection même, au niveau, la composition de la présidence. Il y avait beaucoup d'articles qui étaient amendables et même souhaitables que ce soit amendé. Parce que vous avez vu que le problème de son intérim a posé de sérieux problèmes pour son remplacement. Il fallait simplifier cela. Pas une structure viable qui permet l'intérim sans problème. Voilà. Du coup, après le congrès, le président qui était nommé, élu démocratiquement, qui constate que avec sa fonction, c'était incompatible. Oui. Du coup, en voulant présider des présidents délégués de l'UDPS. Il n'y a rien de... Est-ce que dans le statut de l'UDPS, ça existe président délégué?
dans le statut que vous cherchez à amender là. Est-ce que cette fonction de président délégué existe? Non, c'est une fonction qui existe. Au lieu de dire président intérimaire, on dit président délégué. Donc, vous n'avez violé nullement? Rien. Au lieu de dire président intérimaire, président délégué, c'est la même chose. Vous cherchez même à récupérer le siège où il y a aussi l'UDPS que tout le monde connaît. Voilà. À propos du siège. Un problème aussi, hein? Non, ce n'est pas un problème. À propos du siège, le président Tshisekedi a acheté ce siège pour le parti, pour l'UDPS. Et nous connaissons la source de cet argent. Nous avons voulu au Congrès rappeler haut et fort que ce bâtiment, ce siège-là, appartient à l'UDPS. Exact. Et ça ne doit pas aller dans un quelconque patrimoine privé ou une succession quelconque. Mais c'est toujours le siège de l'UDPS. Il y a... Oui, mais est-ce que vous suivez les Français que j'utilise? Oui. Ça ne devait pas aller dans une succession quelconque ou dans un patrimoine privé de qui que ce soit. Et c'est aller dans le patrimoine privé de qui? Bon, j'ai dit qu'au Congrès, nous avons réaffirmé que ce siège appartient à l'UDPS. Oui. Et nous avons baptisé ce bâtiment Étienne Tshisekedi. Ça se limite à ça. Maintenant, vous m'accusez ou vous vous dites que nous allons récupérer. On ne récupère pas parce que c'est notre siège. Même si physiquement on n'y est pas encore, c'est notre siège. Pourquoi ce n'est pas la priorité pour êtes pas? Parce que là-bas, vous êtes des personnes non grata. Ça n'a rien à voir. Entre ceux qui sont là-bas et vous, qui sont vraiment les faussaires? Faussaires, à quel titre? Qui peut se dire aujourd'hui que c'est l'UDPS légitime? Nous sommes l'UDPS légitime. Pourquoi? Parce que nous avons tenu un congrès régulièrement, conformément au statut, conformément aux lois de la République. Donc, nous sommes dans les bons chemins. Les autres que vous citez là, peut-être qu'ils vont tenir un congrès un jour, mais je n'en sais rien. Mais ils viendront quand tout sera réglé. Le problème du remplacement du président Tshisekedi est réglé définitivement pour nous. Et ça sera ainsi jusqu'aux élections. Est-ce que pour honorer la mémoire du Sphinx, est-ce qu'il n'y a même pas moyen que vous puissiez maintenir l'unité de ce parti pour lequel il a tant souffert? D'abord, en amont, avant de tenir le congrès, il y a eu une sous-commission vérité, réconciliation qui a beaucoup travaillé, qui a vu les uns et les autres, toutes les tendances que vous avez envie de citer et que vous citez. Il y a une espèce de posture individuelle pour le positionnement politique. Et nous avons mis environ 3-4 mois, rien que dans les tractations. Nous nous sommes dit, on ne peut pas continuer comme ça, puisqu'il y a des échéances électorales qui arrivent. Il faut régler les problèmes de l'UDPS, la vacance au sommet du parti. Oui. Donc, c'était un impératif et même une urgence. Nous l'avons fait, normalement, légalement, et la mission qui m'est confiée, moi, en tant que président délégué, elle est triple. D'abord, justement, recoller les brèches, c'est-à-dire aller vers les uns et les autres pour qu'on se remette ensemble, puisque c'est notre parti. Exact. Et ça, nous n'allons pas lâcher. C'est une grande mission, on doit y arriver. Oui. Surtout qu'à un moment donné, ils n'auront pas de choix que de venir nous rejoindre. Deuxième chose, il faut réorganiser, redynamiser le parti. Le parti est à l'intérieur pratiquement inexistant, à certains endroits d'ailleurs. Donc il faut redonner une vitalité au parti et redynamiser les activités du parti, surtout au niveau des fédérations que nous avons reçues. Et enfin, la mission aussi cruciale qui m'est confiée, c'est de conduire ce parti aux élections. Les élections que nous espérons gagner. Voilà les 3 missions qui sont importantes et que je pense m'acquitter d'ici 1 an ou tout au plus. Voilà. Est-ce que votre conscience est tranquille? Tout à fait. On vous donne ces grandes missions, président intérimaire de l'UDPS, pendant que vous n'avez que 4 ans. 4 ans au sein de l'UDPS, depuis 2013.
Non, non, je n'ai pas depuis 2012. Mais ça n'a rien à voir. Vous savez que je connais l'UDPS mieux que certaines personnes. Et le président Tshisekedi, en me faisant venir, hein, je ne veux pas trahir sa mémoire et des colloques singuliers qu'on a eus. J'ai comme l'impression, ça me dit, qu'il m'est préparé à quelque chose. Donc vous êtes... je suis très à l'aise. Très à l'aise. Donc, très à l'aise. Là où il est, il ne va pas se retourner. Hein. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Détrompez-vous, pas du tout. Nous allons aborder, il nous reste quelques minutes. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Sylvestre. Il y a les laïcs catholiques qui organisent une marche pour demander l'application intégrale de l'accord du 31 décembre. Est-ce que vous, l'UDPS, vous allez faire partie de cette marche? Bon, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord la démarche, qui est tout à fait une expression démocratique dans un pays. On peut marcher. Et j'ai lu le communiqué du comité laïque de ce matin. Il demande qu'il n'y ait pas de violence, de barricades, tout ça. Si ça se passe pacifiquement, c'est l'expression démocratique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est l'objectif poursuivi. Vous dites l'application de quoi? Intégrale de l'accord. Mais il faut qu'on sache lesquelles clauses qui ne sont pas appliquées. Nous pensons que les clauses les plus importantes sont appliquées en dehors des problèmes de décrispation politique. Mais là, vous avez vu que le président de CNSA est allé, non seulement une partie est allée en prison à Makala et une autre à Lubumbashi, Wakimu, et il y a une mission d'ailleurs probablement prévue pour l'extérieur. Donc c'est un processus. Et c'est nécessaire de faire une marche pour ça. Je n'en sais rien. Mais ce que je souhaite, personnellement, si la marche a lieu, qu'il n'y ait pas de casse. Parce que si, faut pas donner à certains le prétexte de prolonger encore la date des élections. Il faut que ça se passe dans des conditions telles que ça ne perturbe en rien le calendrier électoral qui est accepté par tout le monde, par les Nations Unies, la communauté internationale ensemble et tous nos partenaires extérieurs. Ce calendrier est accepté de tout le monde. Mais un couac qui serait de nature à hypothéquer la sécurité du pays peut allonger encore, et on donne l'occasion encore d'avoir des prolongations. Donc concrètement, vous ne ferez pas partie de cette marche? J'ai été clair avec vous. La marche est l'expression démocratique. Pourvu que ça se fasse dans des conditions telles que je viens de les décrire. Mais j'espère que ça sera comme ça pour éviter qu'on joue encore aux prolongations avec le calendrier actuel. Je ne sais pas vous dire autrement. Oui, nous avons fait pratiquement 45 minutes dans cette émission, mais juste maintenant, là, avant de clôturer, est-ce que vous pensez avoir convaincu l'autre aile dure de l'UDPS? Aujourd'hui, M. Lossé, qui après ici même peut passer même à la 10e heure l'UPT. Ce n'est pas sur le plateau de la télévision que je vais chercher à convaincre mes frères et sœurs qui sont à l'IMT. D'ailleurs, nous ne finirons pas nous retrouver. Nous nous connaissons de longues dates, nous avons des accointances, des intimités même. Donc, il ne faut pas me demander que sur le plateau de la télévision, je puisse chercher à les convaincre. J'aurai d'autres opportunités de le faire. Merci beaucoup, M. Loseke Tarsis, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Mboma. Et au plaisir de répondre à votre invitation prochainement. Ok, meilleurs vœux. Merci à vous et à tous vos téléspectateurs de B1. Mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année 2018. Voilà. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Meilleurs vœux à vous tous qui nous avez suivis durant toute l'année 2017. Nous nous retrouvons l'année prochaine. Au revoir.